continue avec notre conférence de Femme d'Alain, docteur en philosophie, auteur d'essais critiques et professeur au campus de Chicago de l'Université. Alain va nous gentiment accepter de venir nous parler un peu du concept de biorégion. Je n'hésiterai pas en fait à expliquer le concept parce que je pense que c'est vraiment mieux que moi. Mais c'est ça, je pense que tu avais des textes par rapport à ça, puis aussi, en fait, s'occupe de l'étude des humanités, je pense que c'était combien d'années? La deuxième édition. La deuxième édition. Puis on pourra passer en fait les feuilles par rapport à ça. Ça va porter sur la biorégion, en fait. Oui, si tu veux passer si c'est quelque chose qui vous intéresse comme sujet, c'est bienvenu à. Donc, voilà, je te laisse y aller. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais essayer sans micro, si ça vous est pénible, signifier le moi. C'est avec plaisir que je reviens parmi vous. Au carrefour de projets et de préoccupations tellement passionnantes. On s'est rendu compte, en fait, lorsque je suis passé à l'activité zéro déchet au centre des congrès, qu'on gravitait autour des mêmes objets, du même questionnement autour du statut de la région par rapport à l'écologie politique. Et je voudrais essayer aujourd'hui simplement de faire une introduction à une notion qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui gagne en importance ces années-ci, qui est celle de biorégion. Ce n'est pas un concept que j'invente, c'est un concept dont je suis le colporteur. Et je vous dirais que je vais vous présenter les choses avec autant d'aplomb que je le peux, mais sans dissimuler le fait que j'apprends en parlant. C'est-à-dire que la notion de biorégion est d'une part nouvelle, mais d'autre part, elle n'a aucun spécialiste. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente comme un spécialiste de la biorégion est un imposteur, dans la mesure où la notion elle-même appelle à long terme des définitions que je qualifierais d'immanentes, c'est-à-dire relatives au lieu où on s'en empare. Il n'y a pas une biorégion, il y a des biorégions qui sont un petit peu, au fond, le fait, la forme, la conséquence de ce qu'on en fait là où on s'empare du terme et de la chose. Bon, donc nous pouvons, dans la péninsule acadienne, définir la biorégion d'une certaine façon, qui ne sera pas celle, je veux dire, de gens qui sont dans les Andes, ou dans le Sahel, ou je ne sais trop, dans les Pyrénées, quoi. C'est-à-dire on peut faire de ce concept-là quelque chose de malléable, qui est intéressant. Je ne cacherai pas non plus que, ma spécialité, moi, c'est le grand angle. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est comment situer des projets, notamment régionaux, dans des perspectives globales. Et s'il s'agit de faire trois choses d'entrée de jeu, c'est d'abord donner une définition sommaire de la biorégion, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept plastique avec lequel on ne peut pas non plus tout faire. Sinon, ça ne vaut pas la peine de citer des notions qui deviendraient incommunicables. Donc c'est une notion qui a une sorte de rigueur, mais qui nous donne beaucoup de liberté en même temps. Donc je vais donner une courte définition. Je vais expliquer en quoi il me semble que cette notion-là s'inscrit, dans quelle histoire géopolitique, écologique, cette notion-là s'inscrit. Puis après ça, j'irai dans le détail jusqu'à ce qu'on s'essouffle et qu'on décide que c'est fini. Parce qu'on peut en parler longtemps. Mais si on donne une définition sommaire de la biorégion, on peut dire d'elle qu'elle constitue une rencontre à une échelle régionale entre une réalité géographique, biologique, écologique, palpable, comprise, observée, reconnue, et un imaginaire politique. Et le terme imaginaire, qui est le nôtre ici, c'est un terme qui revient continuellement dans les textes. Alors, la biorégion est un projet qui repose sur un effort d'imagination constant. Bon, et imaginer, là, c'est pas... Oui, c'est ça, exactement. On ne peut pas être plus ici en phase avec ce projet-là.
Imaginez ici, c'est pas simplement se fermer les yeux puis rêvasser. Là. Imaginez, c'est vraiment faire un travail conceptuel, structurel, notionnel, mais qui suppose aussi une part belle, on le verra, à l'esthétique, aux arts, à la littérature, au récit, aux grands récits que les sociétés se donnent pour se comprendre, pour se raconter, pour se situer. Donc il y a vraiment une rencontre entre l'imaginaire politique et la réalité géographique à une échelle sensée. Bon. Et je voudrais pointer peut-être deux choses par rapport aussi à ce projet-là, à cette notion-là qui est assez jeune quand même, mais qui a quand même déjà une sorte de sédimentation. La biorégion est affaire, et elle se présente comme étant affaire. Un livre qui a beaucoup compté pour moi dans cette élaboration, c'est celui de Mathias Rollo et de Marin Schaffner, Qu'est-ce qu'une biorégion, publié chez Wild Project en France. Les deux, qui sont parmi ceux qui s'y connaissent le plus en matière de biorégion, disent « Nous ne sommes pas des biorégionaux, nous ne le sommes pas encore, c'est à faire ». Donc on ne se présente pas comme porteur de doctrine ou porteur d'un savoir-faire dont on est en quelque sorte dépositaire. On se présente comme porteur d'un projet. Parce qu'ils disent, ben voilà, moi je suis toujours sur Internet, je consomme des trucs qui viennent de 1000 km d'ici, je me transporte sur un mode individuel quand même, à l'occasion en tous les cas, même si je ne suis pas tout à fait conforme aux consommateurs moyens, que je fais plein d'efforts, que je suis conscientisé. Je ne suis pas encore biorégional, on l'est collectivement. Puis on l'est, et là c'est ça là-dessus que moi je vais insister, pour moi c'est pas tant dans le texte par rapport à mes problématiques, mais on l'est, j'insiste par la force des choses. Et moi ce qui me semble absolument central dans la question de biorégion, c'est que ce n'est même pas quelque chose qu'on va décider, c'est quelque chose qui de toute façon va s'imposer à nous, à terme. À terme, nous deviendrons biorégionaux par la force des choses. Ce ne sera pas une option politique parmi d'autres, là, une élection, on va choisir d'être biorégionaux plutôt que d'être autre chose. Ça va s'imposer comme une fatalité de l'histoire. Et ça, c'est lié à l'évolution de 4 enjeux conjoints qui caractérisent notre siècle. Hein, les bouleversements climatiques, la perte de biodiversité radicale, dramatique, la perte d'accès à des énergies abordables et abondantes, et la perte d'accès à des minerais abordables et abondants. Ça, c'est ce qui nous pend au bout du nez. On peut se cacher la face, on peut être lucide, on peut avoir toutes sortes d'attitudes, ça n'empêchera pas au réel d'advenir. C'est ça qui nous attend dans ce siècle. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on reprend les 4 points rapidement, là, la perte de la crise, les bouleversements climatiques, c'est pas simplement ce qui est déjà terrible, là, hein, la montée des eaux, l'érosion des sols, les canicules meurtrières et durables, et dures sur l'agriculture, c'est pas seulement les ouragans, c'est pas seulement les incendies de forêt, c'est d'une manière plus générale encore un phénomène voulant que le système Terre lui-même se détraque d'une manière autonome et exponentielle. C'est-à-dire qu'on arrêterait tout aujourd'hui. On mangerait les racines dans notre sous-sol, on ne ferait plus rien, puis notre empreinte écologique serait de zéro. Ça continuerait quand même parce qu'on a détraqué le système et on l'a rendu menaçant pour lui-même, de lui-même. Hein, parce que si vous prenez juste un des effets pervers du réchauffement climatique, vous avez par exemple la fonte des glaciers. La fonte des glaciers, qu'est-ce qu'elle entraîne? Une réduction des surfaces d'albédo qui réfléchissent les rayons du soleil. Vous avez de plus en plus de surfaces océaniques foncées qui captent la chaleur du soleil, et donc qui entraîne la fonte des glaciers par eux-mêmes. Ce qui va entraîner à terme 2 conséquences. La fissure du pergélisol qui va libérer du méthane, qui est contenu naturellement et qui est un gaz à effet de serre plus dommageable encore que le CO2, et de plus en plus d'incendies de forêt. Là, je ne parle même pas de l'industrialisation qui nous en fait perdre l'équivalent d'une Autriche par année, qui nous fait perdre des puits de carbone naturels, et ainsi de suite. Donc ça se fait de lui-même. Et c'est pour ça que moi je suis gêné devant des discours de type développement durable qui nous donnent à penser qu'en moyennant ceci, qu'en aménageant ceci, on va maintenir un niveau de vie comme avant, puis on va restituer l'écologie comme on l'a reçu aux générations futures, parce que de toute façon, c'est manquer à une exigence scientifique de base, qui est de reconnaître que le système écologique qu'on lègue est autodestructeur. Il a le cancer. Il est en train de se détruire de lui-même, disons-le comme ça. Ça ne veut pas dire que l'humanité est condamnée, mais ça veut dire qu'on s'apprête quand même, en ce siècle, à vivre un sale quart d'heure universel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bris, des ruptures, des chocs, qui vont compter pour beaucoup. Je n'ai pas encore parlé de migration d'espèces
dangereuses, et ainsi de suite. Là. On sait qu'il y aura beaucoup de défis. Bon, et moi, mon espoir réel, là, qui est un espoir qui est fondé, c'est pas que tout d'un coup tout le monde se réveille et que 100% des gens se mettent à voter comme il faut et que change tout, c'est qu'il y a une avant-garde. Une avant-garde, je pense que nous en sommes, qui soit capable d'anticiper des chocs, d'anticiper des crises, d'être vigilant pour que lorsque des bris surviennent, des ruptures historiques surviennent, on ne soit pas strictement soumis à la panique. Mais qu'il y ait des gens qui aient anticipé, qui aient vu venir, qui aient pensé et qui aient planifié d'une manière un petit peu floue, parce que les surprises sont par définition imprévisibles dans le détail, mais qui aient pensé des cadres, pour être capable de faire face à des adversités nouvelles, de type pluie de verglas. Hein, ça, c'est comme une façon de s'immuniser. Bon. La perte de biodiversité, elle entraîne quelque chose de dramatique en soi sur un plan psychologique, c'est de voir des milliers, des centaines de milliers d'espèces être menacées à terme, que ce soit les insectes, les grands mammifères, le monde marin, le terrestre. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Ça a des conséquences évidentes pour l'agriculture, ça a des conséquences pour la santé publique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une maladie qui s'appelle la COVID-19. Hein, mais elle fait partie d'un très grand nombre de zoonoses potentielles. Il peut y avoir des débats et ainsi de suite, mais il y en a depuis 50 ans beaucoup plus qu'auparavant. Zika, SARS, H1N1, Ebola, etc. On les a entendues, ces maladies-là, qui s'expliquent par le fait que la perte de biodiversité entraîne une réduction de la zone tampon qui séparait les sujets humains des autres espèces animales. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes exposés à des zoonoses, c'est-à-dire à des contaminations provenant du monde des autres espèces animales. La chauve-souris, par exemple, c'est un exemple de choix que cite beaucoup Marie-Monique Robin dans ses travaux sur la perte de biodiversité. La chauve-souris, c'est un animal dont le système immunitaire est très robuste, qui a des parasites, des éléments pathogènes, à plus savoir comment les compter, mais qui, bon an, mal an, arrive très bien à vivre avec ces parasites sans souci, sauf quand elle est stressée. Couper une forêt pour construire une maison sur un terrain grand comme un terrain de football, là vous stressez la chauve-souris. Bon, et quand elle est stressée, elle devient sensible à ces éléments pathogènes. On en retrouve des traces dans sa salive, dans des déjections. D'autres animaux sont contaminés. Et puis si vous atteignez la filière porcine, dans des porcheries industrielles, le porc ayant un code génétique semblable au nôtre, là, vous vous retrouvez avec le cocktail parfait pour avoir des épidémies. Et puis l'IPBES, ou Alice Desbioles, une médecin épidémiologue française, ou Marie-Monique Robin, à partir de tous les témoignages de scientifiques qu'elle a, va parler du 21e siècle comme étant annonciateur d'une épidémie de pandémie. Le COVID-19, c'était la bande-annonce du film qui nous attend. Bon, ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est celui qui n'est pas tout à fait écologique, mais qui est lié aux énergies. C'est qu'il faudra tôt ou tard faire le deuil d'un régime dans lequel le pétrole coule à flot. Je veux dire, les sites pétroliers conventionnels, comme on les voit dans Tintin en Amérique, où ça nous saute à la face, là, ils sont à peu près tous épuisés. Et là, c'est désespérément qu'on va chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux, dans des cailloux aux États-Unis, dans de la boue en Alberta, en faisant chauffer le truc au possible parce qu'on peut parachever un processus géologique qui ne s'est pas tout à fait fait, en mettant 3 barils de pétrole pour en extraire 5, des trucs de fou. Il arrivera un moment où, lorsqu'il en coûtera 7, 8, 10, 12 dollars le litre à la pompe, où on pensera, on va dire le transport autrement, et on vivra des répercussions dramatiques sur tous ces produits alimentaires qui viennent de loin. Et là, la souveraineté alimentaire deviendra un impératif, parce qu'on ne fera plus venir des raisins d'Afrique du Sud ou des amandes de la Californie. Bon, et puis le point qui est peut-être entre nous un objet de discussion, c'est la question des minerais, qui est peut-être la plus méconnue, la plus refoulée. C'est que les minerais dont on a besoin pour faire les panneaux photovoltaïques, dont on parlait tout à l'heure, les tours éoliennes qu'on voit ici, ou les batteries de pointe, puis les voitures électriques, sont difficiles à extraire. Et lorsqu'on fait le compte sur le CO2 qu'on épargne en utilisant une voiture électrique ou des panneaux photovoltaïques ou des tours éoliennes, on fait toujours l'économie
du coup, en amont de ces infrastructures-là. C'est sûr que le vent ne coûte rien, que le soleil ne coûte rien, mais si vous avez besoin de produire des infrastructures pour transformer l'énergie éolienne ou celle du soleil en énergie utilisable, et que pour ce faire, il faut que vous ayez déterré des métaux rares dans des sites à ciel ouvert, à faible teneur, où il faut que vous utilisiez du cyanure, puis de l'eau, puis des foreuses, puis des camions, puis que vous brassiez la terre en libérant de l'arsenic qui était naturellement contenu là, et quoi encore, et démultiplier ça une fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, parce qu'il faut, et puis harnacher des romaines au Québec, ou l'équivalent, parce qu'il faut soutenir la demande, on se rend bien compte que c'est au moins à peu près nul, voire pire, que de maintenir notre régime tel qu'il est. Donc il arrivera un moment où il faudra se dire, non, il n'y a rien de tel que le développement durable qui nous permet par de nouveaux moyens de maintenir notre mode de vie et de se développer. Il faudra un jour que le développement soit le problème et non la solution. Il faudra un jour qu'on soit capable, au fond, de penser quoi ce que Félix Guattari, en 1989, voyait comme étant l'enjeu écologique en tant qu'il suppose un changement de notre mode de vie, et surtout pas simplement un aménagement technocratique, avec une subvention par-ci, puis un aménagement par-là, puis une nouvelle réglementation ici, puis un nouveau filtre là, que ce ne soit pas juste des retouches, un régime qui fondamentalement continuerait de fonctionner comme il l'a toujours fait, à l'avantage de grands actionnaires, en fait, et d'oligarchie, mais qui soit l'occasion d'une refonte fondamentale. La biorégion me semble se présenter, dans un contexte comme celui-là, comme un aboutissement logique, au sens où, dans un monde où le climat est synonyme d'un dérèglement autonome et exponentiel, où la biodiversité est synonyme de crise, et d'incertitude, et où on ne pourra pas compter indéfiniment sur ce qui permet à la consommation de se faire, il y aura dans un processus autonome, disons, de l'histoire, un changement de paradigme. Et je crois, sincèrement, c'est mon postulat, que la géopolitique va se contracter et passer de la mondialisation financière à la région. Et là, tout d'un coup, c'est à l'échelle régionale. Quand il y aura des bris d'approvisionnement majeurs, ce qui s'est passé au canal de Suez récemment, plus les puces informatiques qu'on n'était plus capable d'avoir parce qu'il y a des problèmes d'eau à Hong Kong, avec je ne sais quelle guerre en Ukraine qui pourrait devenir au fond un foyer de tension élargie avec la Chine et je ne sais quoi. Et lorsque le camion qui arrive au Canadian Tire de Tracadie va être vide parce qu'il va avoir déjà s'être déchargé de succursale en succursale, peut-être qu'il y aura même 3 ou 4 jours sans bière. Le drame. Quand on arrivera à un point où on comprendra que ce système-là ne quadrille pas notre quotidien comme il le faisait avant, ne le sature pas, notre réflexe, ce ne sera pas d'appeler en Saskatchewan pour voir si on ne peut pas faire quelque chose à l'échelle du Canada, ce sera de voir à une échelle sensée, régionale, qui est la nôtre, comment on s'organise, de la même manière que quand il y a une crise du verglas, on appelle nos voisins, nos voisines, on appelle les élus, on appelle les têtes, les avant-gardes, les sujets forts, on dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait entre nous? Puis on va se découvrir, pogner entre nous. C'est nous, on ne s'est pas choisi mutuellement, on est là, sur le même bout de terre, le même coin de pays. Et c'est entre nous que ça va se passer, aussi bien le faire de manière civilisée qu'en s'entretuant. Et on va organiser, donc, par la force des choses, nécessairement une instance bio-régionale. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va se questionner sur nos forces, nos aptitudes, nos talents, nos compétences, eu égard à ce qu'on va estimer être nos urgences, nos besoins, nos aspirations. Et en grande partie, ce ne sera pas autonome, on ne sera pas nécessairement un soviet, ce ne sera pas nécessairement une sorte d'autarcie régionale, mais par la force des choses, on devra en partie apprendre à s'organiser par nous-mêmes, et il devra se développer un palier politique bio-régional qui est ni, comme l'explique Peter Berg, qui est un des fondateurs de cette notion de biorégion, ni une simple municipalité, ni un État à perte de vue, comme le sont nos États occidentaux aujourd'hui, dont les dirigeants sont myopes par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Ce n'est pas un régionalisme au sens étriqué, au sens clocher, au sens fascisant du terme, au sens... c'est un projet universel.
de se dire qu'il va se développer des biorégions interconnectées par toutes sortes de rapports diplomatiques imaginables, un certain commerce aussi, c'est se dire qu'il y va d'un projet universel. Il ne s'agit pas d'un retour on ne retournera pas à l'état du village acadien, mais peut-être qu'on peut se dire, quand on va au village acadien, que c'est un petit peu notre avenir qu'on visite aussi, en partie, mais un avenir outillé par la science. La permaculture permet de cultiver mieux que le faisaient les gens du village acadien. Aujourd'hui, on sait comment construire des maisons avec de la paille compressée. Il y a la science, le low-tech, il y a des méthodes comme ça qui nous permettent d'éviter de penser qu'on va juste revenir mais on ne va pas continuer comme. On ne va pas continuer comme on le fait maintenant, en surexploitant un pétrole qu'on ne sait même plus où trouver, en mettant la planète sans tuto pour aller chercher des minerais pour construire des gadgets qu'on remplace au 10, 15, 20 ans. Et quoi encore? Il y a une rupture qui ne s'impose pas, qu'on le choisisse ou pas. C'est aussi bien le choisir, ou aussi en tout cas l'anticiper. Ce qui est intéressant dans la notion de biorégion aussi, c'est qu'elle nous permet de surmonter l'éco-anxiété, que je trouve assez mal nommée. Quand on a une petite oreille psychanalytique, je pense qu'on peut plutôt dire que ce que vit notre époque, c'est plutôt de l'éco-angoisse. L'anxiété, c'est une peur démesurée de quelque chose de spécifique. L'angoisse, ce sont des affects sans objet. C'est ça l'angoisse. Et on est dans une situation finalement collective d'éco-angoisse, dans la mesure, au fond, le problème de l'écologie politique, c'est qu'elle n'a pas d'objet majeur. Elle n'a pas d'objet structurant. Le développement durable, ce n'est pas un objet structurant, c'est une notion palliative. Le capitalisme vert non plus, l'anthropocène non plus, quoi encore, on peut nous sortir la géo-ingénierie, ainsi de suite. On n'arrive pas à se donner une sorte de modèle structurant qui fasse que passer l'anxiété, tout d'un coup, notre énergie psychique s'investit dans quelque chose de stimulant, de prometteur, de beau, de grand. Et je pense que la question de la biorégion peut permettre de sortir de ce bourbier de l'éco-angoisse et de nous donner un objet sur lequel se projeter et en lequel croire. Et c'est important qu'il se passe à une échelle régionale, donc j'en parle aussi souvent, je vous balance un peu de ça, je sais que j'ai juste une demi-heure, je l'ai sans doute déjà tout grillé, alors je vais même juste oublier à ma première page, j'en ai fait 30. Mais c'est simplement de dire que la biorégion, si elle est vécue démocratiquement, elle a une manière significative, elle est porteuse de sens. Je m'intéresse beaucoup à un livre qui est celui d'un des fondateurs de la sociologie dans notre tradition, qui est Émile Durkheim, que certains d'entre vous ont peut-être lu sur les bancs de l'université. Il a écrit sur le fait social, sur la méthode sociologique, et il a aussi écrit sur les suicides. Puis dans ce fameux livre, c'est un livre épais comme ça sur les suicides qui repose beaucoup sur les statistiques. Il cherche à savoir pourquoi dans certaines régions du monde on se suicide plus que dans d'autres, puis quels sont les critères au-delà du fait individuel du suicide, c'est plutôt sur l'échelle sociale qui s'enquiert du phénomène. Et puis, c'est écrit un peu comme un roman policier, il fonctionne par déduction, il passe à travers tous les critères imaginables, la langue, la nationalité, la foi, est-ce qu'on est croyant, pas croyant, le statut socio-professionnel, le revenu, tout ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on a participé ou non à des guerres, il cite tous les critères qu'on peut imaginer, puis à chaque fois il constate que ce n'est pas un critère discriminant pour déterminer si on se suicide. Et sa seul élément de réponse, je vous le divulgage, je vous raconte la fin, mais son seul élément de réponse, à la fin de son enquête, pour dire qu'il y a des endroits où on se suicide plus que d'autres, c'est le sentiment d'appartenance régionale. Est-ce qu'on se sent comme une goutte dans l'océan, comme un citoyen américain, par exemple, qui vote aux élections et dont il sait que son vote représente une goutte, dire rien, un apport infime, où on sent qu'on fait la différence. On fait la différence quand on crée, imaginons la péninsule acadienne, autrement, on fait la différence quand on fonde une librairie, on fait la différence quand on fonde un café, on fait une différence quand on crée un ciné-club, on fait une différence. Est-ce qu'on sent qu'on existe, qu'on est en lien? Et l'échelle régionale, pour Émile Durkheim, qui n'était pourtant pas un régionaliste par ailleurs, fonde le sens. Et j'ai l'impression que la biorégionalité peut être garante du sens.